Voici le programme. J'ai la responsabilité d'entamer cette soirée pour vous présenter ce couteau suisse. C'est un outil innovant et je vais vous raconter la nature de cette innovation. Et à l'issue donc de mon intervention, eh bien, il va y avoir une table ronde qui aura pour objectif donc d'essayer de voir quels sont les aspects, les enjeux à la fois scientifiques, bien entendu, je les présenterai, mais surtout ce qui sera intéressant, ce sera de voir quels sont les enjeux sociétaux, économiques, et derrière, bien entendu, il y aura donc des notions d'éthique et de bioéthique qui seront débattues, parce qu'effectivement, il est très très important de savoir que dès lors que l'on va avoir une technologie qui va manipuler notre intimité moléculaire, eh bien, il y a des questions qui se sont posées, à la fois par les chercheurs et les scientifiques, mais aussi et surtout par le grand public. Et c'est l'objet donc de cette soirée et c'est l'objet donc de cette entrée en matière ce soir pour voir effectivement quels sont les points qui vont permettre donc d'exploiter et qui vont permettre donc de cadrer réglementairement donc l'exploitation de cet outil moléculaire qu'est ce petit couteau suisse qui s'appelle dans ce jargon CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9 vient donc d'une abréviation d'un acronyme que nous allons voir tout de suite. Donc voici le congrès et c'est la question qui se pose. Qu'est-ce que c'est? Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet de ce qu'est cet outil, nous sommes avant toute chose sur une protéine. C'est une protéine qui va permettre donc de bricoler donc de l'ADN. Et cette petite protéine va permettre de faire ce que nous, généticiens, bricoleurs du vivant, nous aimons faire, c'est-à-dire donc du genome engineering. Genome, on va travailler sur le génome des organismes vivants. Engineering, nous allons faire de l'ingénierie. Nous allons bricoler, nous allons inventer, nous allons créer, nous allons structurer, nous allons créer des choses à partir donc des gènes et à partir donc de la base même de l'apparition des êtres vivants. Pour pouvoir comprendre cela, eh bien, la première des choses, ce sera peut-être bien de le définir, c'est la nature donc de ce nom. Ce nom est un petit acronyme. Et comme vous le savez, les acronymes, eh bien, nous baignons dans une société qui sont pleins d'acronymes. Par exemple, lorsque l'on regarde Énergie, la FNAC ou le Sopalin, hein, le Sopalin, par exemple, c'est un acronyme, hein, c'est la société de papier à linge, hein, comme par exemple BN, la biscuiterie nantaise. Eh bien, CRISPR n'est ni plus ni moins qu'un acronyme. Un acronyme qui est un acronyme anglais, Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Donc, ce sont des petites séquences répétées. C'est quoi? Dans notre génome, nous avons donc une information génétique qui est constituée de lettres. Et ces petites lettres, eh bien, il se trouve qu'elles trouvent des répétitions. C'est des motifs de répétition qui vont être structurés en petits clusters, c'est-à-dire en petits groupes, et on va les retrouver répétés. Et derrière, il va y avoir le nom de Cas. Cas, en fait, eh bien, si on est un petit peu linguiste, eh bien, on pourra même dire que c'est un petit peu un pléonasme, puisque dans Cas, il y aura déjà le terme de CRISPR. Donc, CRISPR, et ce sera la petite protéine qui sera associée à cet acronyme qui est CRISPR. Pourquoi 9? Parce que c'est la 9e. Hein. Actuellement, on a trouvé la 10, la 12, la 13, etc. Et c'est avec cette 9e petite protéine qui est associée à des petites séquences répétées que l'on a mis en place une ingénierie de pointe pour pouvoir identifier, pour pouvoir modifier les génomes. Imaginez-vous qu'actuellement, nous sommes en train de vivre la plus grande révolution technologique des 40 dernières années en matière de génétique. Cette révolution technologique, on peut voir effectivement qu'elle a commencé déjà à partir donc des années 50, en 1953, quand il y a eu la découverte de l'ADN par Watson, Crick et Wilkins, qui ont eu le prix Nobel en 1962. Et à l'issue donc de cette découverte, eh bien, une petite dizaine d'années après, eh bien, on s'est mis à découvrir des petits outils qui sont issus donc d'organismes vivants que sont des bactéries. Et ces petits outils, eh bien, ce sont des enzymes qui ont permis donc d'aboutir à des technologies de bricolage. Alors,
toutes ces histoires que je vous raconte, qui font partie de l'histoire en fait de l'évolution du bricolage de l'ADN, eh bien, ont abouti forcément à des prix Nobel. Et ces petites molécules qui ont permis donc de couper de l'ADN, qu'on appelle dans notre jargon des endonucléases, eh bien, ce sont des petits outils qui sont issus donc en 1968 de la découverte donc d'une très grande histoire d'amour. C'est la grande histoire d'amour donc de petites bactéries avec des virus de bactéries. Et ces bactéries avec ces virus de bactéries, eh bien, les bactéries sont des petits organismes vivants, unicellulaires, qui veulent se défendre. Et ces petits organismes qui veulent se défendre, eh bien, mettent au point des outils pour se défendre. Ces outils, eh bien, ont déjà été découverts en 1968, ce sont ces enzymes de restriction. Et figurez-vous que 40 ans après, on va remettre le couvercle exactement sur la même type de technologie, de stratégie. Rebelote, on réécrit l'histoire, mais avec un outil complètement différent. Et cet outil complètement différent, eh bien, innovant même, est à l'origine donc de ce bouleversement technologique que l'on est en train de vivre depuis, je dirais maintenant, environ 5-7 ans, et qui est à l'origine donc de l'organisation de ce congrès aujourd'hui. Cette histoire, comme je vous l'ai dit, a abouti à la découverte donc de cette technologie CRISPR-Cas9. Et c'est une technologie qui est assez révolutionnaire puisque ça a créé un réel tsunami, un bouleversement technologique. À l'origine de cela, on va retrouver deux dames, une française, Emmanuelle Charpentier, une autre outre-Atlantique, Jennifer Doudna, qui sont à l'origine d'une publication la publication, c'est un travail collaboratif, qui a permis de déclencher ce tsunami biotechnologique et qui a permis donc de mettre en exergue cet outil. Donc voilà l'apparition de cette histoire et l'apparition donc de cet outil CRISPR-Cas9 qui suscite beaucoup d'intérêt. Alors, pour essayer de structurer un peu plus, je vais vous montrer, à partir d'un petit historique, comment est apparue cette histoire de CRISPR-Cas, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir comment a germé cette découverte, mais comment a été aussi structurée cette découverte. Et aussi, il faut savoir que dans l'audience, eh bien, il y a des acteurs de cette découverte, ces acteurs, je vous les nommerai tout à l'heure, et qui font partie donc de cette grande histoire CRISPR-Cas. Pour avoir quelques petits repères historiques, et c'est un point qui est très important puisque ça nous permettra de fixer les idées, il faut savoir que c'est une histoire qui commence donc dans les années 80 avec une équipe donc de Japonais à l'université d'Osaka qui travaille sur des bactéries. Ces Japonais travaillent sur des bactéries et ils s'intéressent à ces petites séquences répétées. Rappelez-vous, je vous avais dit que CRISPR, c'est un acronyme qui contient Clustered Regularly Interspersed Short Palindromic Repeats. Ce sont des petites séquences répétées. Eh bien, Ishizumi Ishino travaille sur ces petites séquences répétées et les identifie. Alors, ensuite, c'est une grande histoire donc, de microbiologistes, de phylogénéticiens en microbiologie. Et donc, on va laisser passer environ une quinzaine d'années et l'histoire va être reprise en 2002 où, eh bien, de façon consensuelle, Ruud Janssen, avec Francisco Mojica, qui apparaît en 2005, eh bien, décide communément donc, de définir l'acronyme CRISPR. Donc, vous pouvez le voir, cet acronyme CRISPR est assez récent puisqu'il date de 2002. Qu'est-ce qui se passe? On découvre qu'une petite séquence permet aux bactéries potentiellement donc d'avoir des fonctions particulières par rapport à des phages. On ne sait pas ce qui se passe exactement. Entre 2005 et 2007, donc, des équipes internationales qui vont regrouper à la fois donc, des Français, des Québécois aussi, vont s'intéresser à ce mécanisme. Et en 2007, il faut savoir que ce sera un Français, Philippe Horvath, qui travaille dans l'industrie agroalimentaire, chez Danisco, qui a été racheté par Dupont de Nemours par la suite. Philippe Horvath met en évidence la première notion donc,
hypothétique d'immunité contre les phages. Alors c'est assez surprenant, puisque c'est cette notion d'immunité qui intervient, et effectivement on se rend compte que les phages qui attaquent les bactéries, les bactéries ont derrière, en réalité, un mécanisme pour pouvoir se défendre. Et ce mécanisme de défense, a priori, il serait lié à ces petites séquences. Rappelez-vous, quand je vous disais que c'était un bouleversement de ces 40 dernières années, c'est exactement la même chose que les enzymes de restriction que je vous avais présentées précédemment. Les enzymes de restriction, c'est un moyen de défense, donc des bactéries contre les phages. Nous sommes sur la réécriture de cette histoire. Que se passe-t-il donc après ce pavé dans la mare en 2007 ? Des équipes québécoises, dont ici présent Sylvain Moineau, se sont intéressés au mécanisme et ils identifient donc des protéines. Et ils identifient des protéines, se mettent en collaboration donc des équipes internationales. Alors c'est très compliqué de vous détailler de façon chronologique tous les points parce que ce sont quand même quelques dizaines, voire même quelques centaines de publications de collaboration internationale. Et entre 2010 et 2011, on arrive à structurer plus ou moins le mécanisme. Dans le cadre de ce mécanisme qui est structuré, on va retrouver Philippe Horvat, on va retrouver Manuel Charpentier. Et après 2011, va tomber 2012. Et c'est cette année où un chercheur collaborateur donc, de l'équipe d'Emmanuel Charpentier, en collaboration avec Jennifer Doudna, met le pavé dans la mare, où ils arrivent à identifier pleinement le mécanisme. Ce mécanisme, il a déjà été un petit peu décrit, mais ils arrivent à se l'approprier, à en faire de l'ingénierie complète. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire tout simplement que cet outil, que vous ne connaissez pas encore, parce que je ne voulais pas détailler, cet outil va permettre d'être guidé artificiellement. Par qui ? Par l'homme. Donc nous sommes sur de l'ingénierie. On arrive à s'approprier cet outil. Martine Ginec, en collaboration avec l'équipe de Jennifer Doudna, arrive à s'approprier l'outil. Et on arrive à en faire un outil de choix pour faire ce que l'on veut derrière. Je n'en dis pas plus, puisqu'il s'agit de comprendre le mécanisme pour voir ce qu'il va en être par la suite. Derrière, il va y avoir donc des intérêts qui vont être faits par un laboratoire donc, du MIT, Feng Zhang, qui va aussi développer des stratégies en parallèle. Et à partir de 2012, avec cette publication, et avec la découverte de ce système CRISPR-Cas, nous sommes sur le début d'une recherche académique, mais réellement de pointe. Une recherche académique à tel point que l'on va voir les publications partir de façon exponentielle. Alors, après 2012, ça va être compliqué de vous montrer et de vous faire un aspect chronologique de ce qui se passe. J'ai fait quelques petits points chronologiques en fonction de mon tropisme, en fonction donc de mon intérêt sur l'utilisation des outils de génétique en biotechnique. Regardez. En 2013, on exploite l'outil et on va faire de l'édition de génome, c'est-à-dire que l'on va faire des modifications de génome dans des cultures cellulaires. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à des cultures cellulaires. Avant, on le faisait sur des bactéries. En 2014, il va y avoir des tests qui vont être faits sur des primates. Ça va se faire en Chine. Et en Chine, en 2015, on va continuer cette étude donc, sur des modifications de génome sur des embryons humains. Donc vous voyez, ça va évoluer très très rapidement, c'est-à-dire qu'en moins de 3 ans, on exploite l'outil, on se l'approprie, et on arrive à faire donc de la modification génétique directement sur l'embryon humain. En 2016, l'Office parlementaire donc, de l'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui s'appelle l'OPEXT, va débattre. Il y aura un débat qui va faire pas moins de 10 heures, sur lequel, en fait, ce débat va aboutir sur une conclusion relativement simple. CRISPR-Cas aboutit et permet de faire des modifications génétiques. Ces modifications génétiques vont être à l'origine de création d'organismes génétiquement modifiés. Et il faut savoir que dès lors qu'on a des OGM, nous avons les instruments communautaires actuellement qui permettent de réguler l'utilisation des OGM. Je vous le simplifie, c'est un peu plus compliqué que ça. Mon collègue et collaborateur, donc Christian Bleu, en débattra tout à l'heure. En 2016, Emmanuel Charpentier, toujours présente des améliorations de cet outil.
Et en 2017, il faut savoir que le Comité international d'éthique a été saisi par l'exploitation de cet outil à l'échelle internationale et il capitule complètement en 2017 sur l'utilisation et sur la réglementation de cet outil parce que cela semble un petit peu compliqué. Et c'est surtout lié à quoi? À la réglementation donc, des différents pays et des différents continents qui ont des réglementations complètement différentes. En mars 2017, on va se retrouver à faire de la modification génétique chez des zygotes humains, c'est-à-dire chez des embryons humains. Et ici, eh bien, en août 2017, récemment, eh bien, des collaborateurs avec Sylvain Moineau, qui est ici présent, eh bien, ont réussi à trouver un anti-CRISPR. Donc voilà un petit peu l'outil, l'histoire jusqu'à ce jour. Et je vous réserve encore quelques petites surprises parce qu'en 2017, il y a eu des choses assez surprenantes qui ont été faites avec CRISPR-Cas. Pour finir ces petits repères historiques, regardons un petit peu l'évolution des publications et regardez les publications que l'on voit un petit peu avant 2011 à partir de 2012 et regardez la partie exponentielle donc, de ces publications, où on est sur pas moins de 4000 publications. Alors ce qui est vraiment surprenant chez nous dans le monde scientifique, c'est qu'on est même capable d'anticiper sur les futures publications qui vont arriver même en 2018. Donc on sait déjà que pour 2018, il y a déjà pas moins donc, d'une vingtaine de publications sur CRISPR-Cas qui arrivent, alors que l'année n'a même pas commencé. Bref. Donc voilà sur cette approche historique, et rentrons dans le vif du sujet, et voyons en quoi cela consiste, et qu'est-ce que l'on peut en faire? Nous sommes sur du genome editing. Qu'est-ce que le genome editing? Le genome editing, je suppose que tout le monde sait utiliser un ordinateur, tout le monde s'est amusé à faire du copier-coller ou bien rechercher quelque chose avec ces logiciels de traitement de texte. C'est exactement la même chose que nous allons faire, c'est-à-dire que nous allons rechercher un petit élément spécifique qui est codé dans notre génome. Et ce petit élément, eh bien, nous allons le remplacer, nous allons le bricoler, nous allons cibler spécifiquement une modification. Pourquoi nous allons cibler cette modification? Eh bien, ça, c'est lié au projet de recherche, c'est lié tout simplement à, je dirais, l'imagination que l'on aura. Et derrière, eh bien, nous avons cet outil fantastique. Alors, pour vous expliquer ce petit outil, je vais me permettre juste de faire un petit rappel donc, sur quelques notions fondamentales de génétique, parce que s'il vous manque quelques petites notions, eh bien derrière, ce sera un petit peu compliqué de comprendre cette histoire. CRISPR-Cas suscite beaucoup d'intérêt, et CRISPR-Cas suscite beaucoup d'interrogations et de craintes auprès du grand public, parce qu'il touche, comme je vous l'avais dit, notre intimité moléculaire, c'est-à-dire qu'il va toucher nos gènes. En touchant nos gènes, eh bien, il va toucher le patrimoine génétique, donc, d'un individu, de sa descendance, mais on va permettre aussi donc, d'explorer le patrimoine génétique donc, des personnes qui étaient à l'origine de l'individu. Tous les organismes vivants sont structurés avec un schéma à peu près global où on est constitué de cellules. Les cellules vont contenir du matériel génétique, de l'information génétique. Cette information génétique va être présente sous forme d'ADN, et cet ADN eh bien, va porter donc, des informations qui vont être codées par quelques lettres, que l'on appelle donc des nucléotides, et ces nucléotides, ce sont des lettres qui sont ATGC, et ces lettres, eh bien, vont se succéder pour structurer potentiellement des gènes. Un gène, c'est quoi? C'est un morceau d'ADN. C'est un morceau d'ADN qui va permettre donc d'exprimer quelque chose de fonctionnel chez un organisme vivant. Chez nous, chez tous les êtres vivants, les gènes vont permettre donc de structurer de façon assez béotienne. Je vous vois déjà venir, vous allez me dire la couleur des cheveux, la couleur des yeux. Mais non, attends, avant toute chose, on va d'abord s'intéresser à avoir une tête, des pieds, des bras, des mains, des jambes. Si notre tête est en haut et pas en bas, c'est parce que c'est écrit dans nos gènes. Et c'est structuré dans nos gènes. Donc il faut savoir que cette information nous la connaissons. Elle est décryptée, elle est en libre accès. Nous pouvons avoir les génomes humains. Donc, il y a des bases de données internationales qui donnent accès à ces gènes, et nous pouvons y avoir accès comme sur à peu près quelques 800 espèces qui ont été complètement séquencées, où c'est en libre accès.
À partir du moment où nous avons cette porte d'entrée, nous savons que ces gènes, on les connaît ou on ne les connaît pas. On peut potentiellement les bricoler. L'idée, c'est quels sont les outils pour les bricoler. CRISPR-Cas en est un outil. Quels sont les problèmes qui se posent chez les êtres vivants quand on a de l'ADN et quand on a des gènes? Il faut savoir que l'ADN est quelque chose qui va être transmissible, qui se transmet, donc de génération en régénération, soit par des reproductions sexuées, soit par des divisions cellulaires. Et la molécule d'ADN qui porte l'information, vous l'avez compris, elle est réellement précieuse. S'il arrive quelque chose de spécifique à cette molécule d'ADN, s'il arrive une cassure, on peut penser que cette cassure peut être dangereuse. Et cette cassure, eh bien, va faire l'objet de réparations. Il va y avoir aussi donc des mutations qui peuvent intervenir dans nos gènes. Et ça, ce sont des problèmes courants qui arrivent. Je ne veux pas vous faire peur, mais vous savez que l'on subit quelques 6 à 10 000 mutations par jour qui sont réparées par des systèmes complexes, hein, vous pouvez le voir, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, faites-moi confiance, parce que s'il n'y avait pas les réparations, vous n'aurez pas les têtes que vous avez actuellement. Et derrière, nous avons des outils de réparation qui sont intrinsèques au système cellulaire, et ces outils intrinsèques, eh bien, permettent des réparations. Les cassures de gènes, je ne veux pas vous faire peur, mais quand vous allez vous exposer aux rayons ultraviolets en été sur le bord de la plage, vous mettez des crèmes bronzantes, c'est pour limiter l'effet des ultraviolets, pour limiter les cassures d'ADN. Ces cassures d'ADN sont elles-mêmes réparées, et c'est cette réparation qui va nous importer, qui va être intéressante. Vous avez compris aussi que la cassure va être dangereuse. L'objet du système CRISPR-Cas, c'est quoi? CRISPR-Cas, ce sera de générer une cassure. C'est-à-dire qu'avec cet objet, avec cet outil que nous venons de découvrir il y a à peine 5-7 ans de cela, eh bien, on va générer une cassure, et cette cassure sera la porte d'entrée pour pouvoir faire du bricolage. C'est là où nous, généticiens, biotechnologues, eh bien, nous sommes intéressés parce que, à partir du moment où nous sommes créés une petite brèche dans l'ADN, eh bien, nous créons en fait la porte d'entrée pour pouvoir générer et bricoler ce que l'on souhaite. Et cela, eh bien, ça fait partie de la notion que je vous présentais tout à l'heure, c'est-à-dire cette notion d'édition de génome. Alors en fait, comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? C'est cette petite protéine que vous pouvez voir en haut sur la droite de l'écran, et c'est cette petite protéine qui va faire la cassure. Regardez, je vais rentrer dans un détail un petit peu technique, mais il me semble que ça va être assez simple à comprendre. Nous sommes sur une petite protéine qui est représentée en rose, et cette petite protéine, eh bien, va être guidée sur l'ADN que vous voyez en bleu, et elle va être guidée grâce à quoi? Grâce à la petite structure orange et verte que l'on appelle un ARN. Alors je ne rentre pas dans les détails ARN, ADN, mais tout ça, ça fait partie de la même famille des nucléotides. Et les ARN et les ADN ont de l'affinité, ils savent se reconnaître. Cette petite structure orange et verte va permettre de guider notre petite protéine Cas9 que vous voyez en rose. Et ce guide, en fait, en vert, que vous pouvez voir, qui est représenté par le guide génomique spécifique Sequence, eh bien, c'est tout le génie de Martin Ginec d'avoir dit, mais en fait, moi, ce guide, je vais pouvoir me l'inventer sur n'importe quelle séquence d'ADN que je souhaite. À partir du moment où je décide de faire un petit guide qui va me positionner ma petite protéine, eh bien, ma petite protéine, son rôle, ce sera de faire quoi? De couper. Et à partir de ce moment-là, je viens de me créer ma petite brèche pour pouvoir faire quoi derrière? Eh bien, pour pouvoir faire mon genome engineering, c'est-à-dire pour faire ma modification génétique. Alors, voyons en détail comment cela se passe. Et voyons quelques petites images. Alors, ce sont des images, ce ne sont pas des images de synthèse, ce sont des images d'artistes qui ne sont pas loin de représenter la réalité et qui sont extraites donc d'une vidéo qui est libre. Donc voilà la représentation de la protéine. La protéine, vous la voyez en bleu-gris, et à l'intérieur, vous avez les deux petits guides. Le petit guide en jaune, la partie jaune que vous voyez, c'est cette petite partie qui va être spécifiquement imaginée par les chercheurs en fonction de leurs besoins. C'est-à-dire que ce petit guide va venir taper
sur l'ADN de façon spécifique pour positionner la protéine. Regardez, la protéine va venir se positionner. Alors cette protéine est associée à un ARN. Donc dans notre jargon, on appelle ça une ribonucléoprotéine. Vous allez voir, c'est un terme qui est très très bien à sortir lors d'une soirée mondaine. Et cette petite ribonucléoprotéine, cette petite protéine, eh bien, une fois qu'elle est positionnée, elle coupe. Elle coupe. Elle va venir reconnaître un site de façon spécifique. Regardez. Et on voit très très bien, à partir de la reconnaissance de ce site, qu'il va y avoir la genèse d'une coupure double brin, c'est-à-dire que vos deux fragments d'ADN vont être sectionnés. Et cette section, on peut la voir très très bien ici, va permettre de faire, je le redis, je le répète, notre première porte d'entrée pour notre bricolage génétique. Il faut savoir qu'en ayant mis au point ce type d'ingénierie, on est aux portes d'entrée pour pouvoir y insérer et y modifier ce que l'on souhaite. Regardez, le résultat c'est ça, c'est cette petite coupure qui se met en place et c'est, je dirais, le Graal que cherchent les généticiens pour pouvoir faire les modifications génétiques qu'ils souhaitent. Voilà la petite protéine, voilà une structure donc en 3 dimensions qui a été obtenue par cristallographie. C'est pour vous montrer que l'on la connaît bien, on sait la maîtriser. Et voilà une appréciation donc de la petite protéine. Regardons, on va voir. Regardez, là, elle est inactive. Et quand elle va rencontrer son petit guide avec son ADN, cette petite protéine, elle va changer complètement de conformation. C'est-à-dire qu'elle change complètement. On voit le fragment d'ADN qui apparaît à l'intérieur. Et ce petit fragment d'ADN qui est en jaune, eh bien, va être guidé par l'ADN en orange. Alors, ici, vous voyez les différents domaines, hein. C'est sans importance, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais on a une image et on a une vision très spécifique et concrète en fait, du fonctionnement de cette petite protéine qui va permettre donc d'induire la coupure donc, de notre ADN sur la séquence que l'on souhaite. Alors ça, c'est une petite vidéo qui est sortie donc d'une publication en 2014 par Patrick DHSO qui a publié ceci dans JBC. Et c'est une petite vidéo que l'on peut avoir aussi librement. Donc vous voyez, ce qui est très important, c'est de voir effectivement qu'il y a un changement de conformation et la petite protéine change. Ça vous permet de voir effectivement que le vivant est entièrement malléable hein, à ce niveau. Je vais vous montrer quelque chose d'extrêmement surprenant. C'est une dernière publication qui vient de sortir il y a à peine quelques semaines de cela. C'est une visualisation en microscopie en force atomique. La vidéo que vous venez de voir, c'est une vidéo qui est obtenue donc, par image de synthèse à partir donc, de structures 3D donc, qui sont issues par des modèles moléculaires. Là, c'est une véritable vidéo où il y a eu un film qui a été réalisé en microscopie par force atomique et qui va permettre donc de voir comment fonctionne cette petite protéine. La grosse patate jaune que vous voyez, c'est la protéine Cas9. On va arriver à imaginer le guide. Je vous avouerai que je ne suis pas spécialiste, je n'arrive pas à imaginer le guide, mais le fragment jaunâtre que l'on voit, c'est le brin d'ADN. Et regardez, ça va aller très très vite puisque la vidéo est accélérée, et on voit la coupure réellement se réaliser, hein, en l'espace d'une trentaine de secondes. Regardez bien, ça allait très vite puisque le film a été accéléré. Donc, regardez, on voit bien ici, la petite flèche vous indique le guide. Là, nous avons la protéine qui est en train d'agir. Elle est en train d'agir sur le fragment d'ADN. Et regardez, le fragment d'ADN est coupé. Et nous nous retrouvons avec un fragment d'ADN qui est entièrement clivé. D'accord ? Donc ça, ce sont des publications qui datent d'il y a quelques semaines à peine. En fait, on voit la puissance de cet outil. Pourquoi je vous présente ça? C'est important. C'est important d'avoir à l'idée que si l'on met en place un colloque et que l'on va mettre en place donc, des journées spécifiques sur CRISPR, nous avons déjà beaucoup de connaissances derrière. Et les craintes qui existent chez le grand public, qui sont légitimes, eh bien, vous allez voir avec les communautés scientifiques, vont être potentiellement modérées. Quels sont les avantages de cette technologie? Les avantages de cette technologie, vous l'avez compris. Nous sommes sur une petite protéine qui va venir, qui va couper de façon spécifique. Vous avez compris qu'on va pouvoir choisir la région où l'on coupe. On dit qu'elle est programmable.
elle va présenter une grande spécificité, elle va être extrêmement précise, fiable, et d'une efficacité redoutable. C'est cette efficacité redoutable, même des fois, qui fait peur. Même nous, quand on l'utilise, eh bien, c'est cette notion donc, de précision qui va même des fois nous gêner dans certains cas, parce qu'on ne s'attend pas du tout à avoir ce type d'efficacité. Mais surtout, l'avantage majeur de cette technologie, et c'est là toute la révolution de CRISPR, c'est que nous sommes sur des technologies de biologie moléculaire et de génétique moléculaire. Et une chose que vous ne savez pas, c'est que tous les outils de génétique moléculaire eh bien, ont connu un essor extrême à partir des années 2000. Et on arrive à faire de la biologie moléculaire maintenant avec des outils qui sont, je dirais, démocratisés. Et à partir du moment où on parle d'outils démocratisés, eh bien, on va parler d'outils peu chers. Et CRISPR-Cas arrive sur cette stratégie, sur cette philosophie, où on est sur une technologie de modification de génome low cost, facile d'accès et extrêmement efficace. Alors, il faut faire attention parce que c'est la technologie en elle-même qui est low cost. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je vais vous le dire par la suite. C'est que cette technologie low cost nécessite quand même donc des infrastructures en amont et en aval assez importantes pour pouvoir gérer, sélectionner, visualiser et contrôler derrière. Mais en elle-même, cette technologie, c'est quelques dizaines, quelques centaines d'euros, mais derrière, il faut pouvoir gérer l'avant, le pendant et l'après. Et c'est là où ça va être compliqué, puisque dès lors que vous allez vous créer votre petite porte d'entrée, eh bien, vous êtes sur une grande route et ce n'est que le début du travail. Vous venez de vous faire votre petite cassure dans votre ADN, vous allez me dire, oui, et alors? Et alors? Je viens de faire ma petite cassure. Ben, cette petite cassure, il va falloir essayer de la ménager. Il va falloir essayer donc de la gérer. Et pour la gérer, il faut savoir que nous avons donc des mécanismes de réparation qui existent au sein de nos cellules. Alors, je ne vais pas vous faire un cours, puisque ça, ce sont donc des cours donc, de 3e, voire de 4e année, qui interviennent sur les mécanismes moléculaires de la réparation. Mais c'est tout simplement pour vous dire que ces mécanismes de réparation, eh bien, ce sont nos portes d'entrée qui vont nous permettre de faire le bricolage. Et derrière, en fait, cet outil, même s'il est utilisé seul, eh bien, il nécessite l'utilisation des cellules, des systèmes de réparation des cellules endogènes, c'est-à-dire à l'intérieur des cellules. Une fois que l'on a compris ceci, une fois que l'on a compris que l'on va pouvoir gérer les réparations, eh bien, on va pouvoir créer nos mutations. On va pouvoir créer nos mutations, vous avez vu, Seek and Destroy, c'était l'objet d'une publication Nature il y a quelques années de cela. Et les objectifs de CRISPR, eh bien, les voici. Attention, n'ayez pas peur. Les objectifs, c'est quoi? On va être sur tout ce qui touche le vivant. Tout ce qui touche le vivant, forcément, on va être dans un domaine qui nous va être cher, c'est-à-dire la santé. Réparer, guérir des maladies, des anomalies génétiques. Derrière, il va y avoir toutes les stratégies d'optimisation génétique dans le domaine donc, de l'agroalimentaire, de l'agrobio-industrie. Il va y avoir donc des stratégies d'édition de génome qui vont permettre donc d'aboutir à de la biologie synthétique avec des séquences nucléotidiques artificielles. Vous allez voir, c'est assez cocasse et surprenant. Et derrière, on va rechercher même de l'amélioration génétique. Cette amélioration génétique, quelles que soient les espèces, eh bien, ce sera la porte d'entrée aussi de l'utilisation de cet outil. C'est là, en fait, la puissance donc, de cet outil, qui est le couteau suisse, parce qu'il va permettre de bricoler l'ADN en faisant, entre guillemets, un petit peu tout et n'importe quoi. On va être potentiellement limité par notre imagination, mais surtout et surtout limité par des réglementations, heureusement. Les objectifs derrière, dès lors que vous faites une de ces modifications, on aboutit à quoi? Nous aboutissons forcément sur un OGM. D'accord? Et à partir de ce moment-là, il va falloir mettre en place plusieurs garde-fous. La technologie que je vous ai présentée, je vous l'ai présentée, vous vous dites « Ah ouais, c'est génial, c'est super, je vais pouvoir modifier des gènes de façon ciblée. J'ai un petit guide, j'ai un petit morceau d'ARN qui va me greffer ma protéine Cas pour pouvoir couper. » En fait, il faut savoir que
tout n'est pas aussi rose. Le monde n'est pas aussi joli, malheureusement. Il faut savoir que ce système, bien qu'on le maîtrise, bien qu'effectivement il y a des stratégies qui permettent de le maîtriser potentiellement, eh bien, si on va vouloir cibler un gène particulier, j'ai aussi des risques parce qu'on ne connaît pas toujours très très bien nos systèmes. J'ai aussi des risques que ça puisse aller casser ailleurs. Et si ça casse ailleurs, et que ce n'est pas mon gène d'intérêt, là, on peut réellement penser que c'est un problème. Et c'est le point majeur, donc, c'est le risque majeur donc, de toute cette technologie. C'est ce risque que l'on appelle dans notre jargon le off-target, c'est-à-dire le hors-cible, c'est-à-dire la coupure hors-cible, qui va générer une fracture dans l'ADN sur une région que l'on ne connaît pas. Alors, je ne veux pas vous faire peur, nous avons des éléments, nous avons des instruments, nous avons des logiciels, nous avons donc des stratégies d'analyse qui vont nous permettre donc de contrôler, de vérifier effectivement que ces problèmes n'apparaissent pas. Mais ça peut faire l'objet donc de mutations qui peuvent être non volontaires. Alors, simplement pour vous rassurer, par rapport à cela, il faut savoir que nous sommes sur une ingénierie de pointe. Et cette ingénierie de pointe, eh bien, nous a permis donc de trafiquer complètement la protéine. Cette petite protéine que je vous ai présentée, on a réussi à l'optimiser. Imaginez-vous qu'on a réussi à en faire une haute fidélité, pour garantir sa fidélité, de sorte à ce qu'elle n'aille pas couper ailleurs. On a réussi même à modifier sa façon de couper. Je ne rentre pas dans les détails. Ça introduit donc de l'ingénierie pour pouvoir améliorer la spécificité d'action. Bref, faites confiance quand même aux scientifiques. Derrière, vous le savez bien, dès qu'il y a un problème, on essaye potentiellement de le maîtriser. Et puis une chose qui est très importante, c'est que cette protéine, la Cas9, vient de bactéries. Les bactéries, sans vouloir vous faire peur, on estime qu'on n'en connaît pas plus de 1% actuellement sur la planète. Eh bien, imaginez-vous que on est en train donc de découvrir de nouveaux outils, de nouvelles types de protéines de type Cas, qui sont issues d'autres bactéries, qui vont couper peut-être de façon plus spécifique, peut-être de façon moins spécifique, qui vont couper différemment, et qui vont avoir donc des actions complètement différentes. Bref, nous sommes actuellement sur le début en fait de la découverte complète donc de cet outil. Dans nos expériences, regardez ce que l'on fait. Eh bien, dans nos expériences, il faut savoir que nous sommes sur ce qu'on appelle un flux de travail qui est très complexe. Ce flux de travail, vous imaginez bien, on ne va pas se réveiller, je ne vais pas me réveiller le matin, je vais dire tiens, écoutez, ce matin j'ai décidé de faire la mutation donc de tel gène chez la souris ou bien chez l'homme. Non. Il faut savoir qu'en amont, il y a une réflexion qui est mise en place. Ensuite, il va y avoir une phase de pilotage. Et puis derrière, même avant de commencer, on va se dire mais quels sont les garde-fous qui vont me permettre de dire effectivement est-ce que j'ai bien fait mon travail, est-ce que je n'ai pas bien fait mon travail. Donc vous voyez, dans nos expériences CRISPR, eh bien, nous avons un flux d'action qui est structuré et qui, à mon sens, je pense, va peut-être faire l'objet donc d'aspects réglementaires. On en discutera peut-être tout à l'heure, mais ce serait peut-être donc une structuration qui va être potentiellement souhaitable dans l'avenir. On le verra par la suite. Donc cet outil qui est ce couteau suisse, eh bien, quelles sont les applications? Alors attention les yeux, regardez. Une première application qui, moi, m'a amusé, c'est génial, c'est CRISPR au cinéma. Eh oui. Donc, une publication donc, de Nature 2017, qui date du mois d'août, eh bien, imaginez-vous qu'ils ont réussi à encoder dans des bactéries donc, un film. Alors, la technologie, la prouesse en soi, consistait à montrer que dans l'ADN, vous savez, dans l'ADN, on a du codage qui se fait sous 4 lettres, ATGC. Le codage numérique est binaire, et donc en ayant 4 lettres, on a plus d'informations, forcément. Et donc, pour encoder ça, eh bien, ils ont trouvé pas moins que d'utiliser l'outil CRISPR. Vous voyez ? Donc, la prochaine fois, quand vous voudrez faire du cryptage d'informations, vous allez avoir votre petite protéine CRISPR-Cas et vous allez encrypter vos données de votre ordinateur à partir de cela. Quelque chose qui m'amusait. Quelque chose qui va être un peu plus surprenant, mais je pense que vous en avez déjà l'idée.
c'est paru dans Science et Vie. C'était une publication donc de Abdou-Néal, les 9 promesses de CRISPR. Je vais vous les énumérer. Optimiser les gènes pour doper les individus. Oui, ça, c'est pour les Jeux Olympiques de 2014. De 2024, pardon. Les Jeux Olympiques de 2024, eh bien, les athlètes vont avoir une petite protéine Cas. Ils auront des petites gélules avec donc des ARN guides. Et ces petites gélules, ce sera soit la testostérone, soit avec donc d'autres types. Et ça va activer. Je ne plaisante à peine, parce que si je vous le dis, c'est qu'il y en a qui en ont pensé. Il y en a qui ont pensé déjà à ça. Donc, soigner toutes les maladies, bien entendu. Soigner les maladies, effectivement, ça fait partie donc, des objectifs donc, de la recherche fondamentale appliquée en médecine et à l'homme. Corriger le patrimoine génétique de toute la descendance. Attention, hein, là, nous sommes déjà dans de l'eugénisme. Vous voyez? Et ce sont les points qui ont été évoqués. Inventer de nouveaux animaux de compagnie, pourquoi pas, hein, faire sa chimère. Hein. Qui n'aurait pas aimé avoir, par exemple, je ne sais pas, moi... un petit animal un petit peu étrange, c'est choix. Produire des OGM sans ADN étranger. Alors là, ça va faire l'objet donc de la discussion cet après-midi. Est-ce qu'un OGM modifié avec CRISPR est un OGM? On verra ce que nous dira Christian. Immuniser des animaux vecteurs de maladies, ressusciter des animaux disparus. Hein, chacun va se retrouver d'ici une vingtaine d'années avec son petit T-Rex. Hein, voilà. Sauver des espèces en danger, ça revient à ressusciter des animaux, ou améliorer aussi la biologie synthétique. Donc, vous voyez, CRISPR, en fait, eh bien, ce sont toutes ces approches hein, qui sont potentiellement réalisables. Regardez, un collègue collaborateur donc, du Centre de recherche en transplantation et en immuno-intervention de l'Université de Nantes, INSERM, disait, je le cite, « Les premières maladies génétiques humaines ciblées par CRISPR seront à chercher du côté du sang et du foie, parce que ce sont un tissu et un organe facile à atteindre et constitué d'un nombre limité de types cellulaires. » Voyez, donc on est déjà sur des stratégies et on entendait donc notre collègue cardiologue qui disait effectivement, eh bien moi, pourquoi pas ne m'intéresser à ce type d'outils dans le cadre de mes applications. Derrière, vous imaginez bien qu'on va être sur des enjeux économiques et sociétaux majeurs. Ces enjeux économiques sociétaux majeurs, eh bien c'est quoi? C'est tout simplement donc, je ne vous le cache pas, CRISPR a généré beaucoup d'argent parce qu'il est à l'origine de brevets. Alors, je ne vais pas rentrer dans l'histoire des brevets qui a été assez compliquée, mais qui a été relativement gérée. Mais CRISPR a permis donc de développer donc des sociétés qui, en un an, certaines sociétés ont pu générer jusqu'à 73 millions d'euros, donc non pas de bénéfices, mais d'argent qui a été investi potentiellement dans des recherches sur des programmes de type CRISPR. Dès que l'on va parler CRISPR, il va falloir prendre en considération des enjeux éthiques. Et ces enjeux éthiques, ce sont des aspects juridiques et réglementaires. Ces aspects juridiques et réglementaires, en France, il faut savoir que nous avons donc une réglementation qui va être de l'ordre du Code civil, une réglementation qui va être du Code de santé publique. Et en France, un des organismes de tutelle avec qui je collabore a 5 points majeurs. L'INSERM, qui est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, eh bien, le comité d'éthique de l'INSERM a validé en février 2016 5 points majeurs. Et ces 5 points, c'est important pour moi de vous les citer parce que ça vous prouve qu'effectivement, CRISPR est un outil, mais c'est un outil qui prend de la place dans une réflexion à la fois sociétale et économique. L'INSERM, l'un des premiers points majeurs, dit qu'il faut encourager la recherche avec CRISPR. Deuxième point, vous l'avez compris, je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est que CRISPR-Cas, c'est une technologie qui peut faire des modifications non souhaitées. Donc derrière, la recommandation, c'est de contrôler ce qui peut être non souhaité, c'est-à-dire contrôler les effets hors cible. Le troisième point, c'est de respecter strictement l'interdiction de toute modification de génome nucléaire germinal à visée reproductive dans l'espèce humaine. Ce qui veut dire, en d'autres termes, s'il est interdit de travailler sur l'embryon humain, on ne travaille pas sur l'embryon humain. Le quatrième point, c'est de participer à toute initiative nationale et internationale sur les questions éthiques.
philosophique et bioéthique de l'utilisation de CRISPR. Et le dernier point, c'est un point qui concerne l'utilisation des OGM. Un des points majeurs quand on fait des organismes génétiquement modifiés, je ne rentre pas dans ces détails, ça peut faire l'objet aussi d'une conférence en soi, c'est que quand vous faites des modifications génétiques, vous faites forcément du clonage derrière. Et dès que vous faites du clonage, vous altérez l'unicité du vivant. Et donc, dès qu'on fait de la génétique, on va forcément passer à un moment donné par des étapes de clonage. Et donc, derrière, quand on utilise CRISPR, il faut être très très vigilant sur la stabilité donc, de l'unicité biologique des organismes vivants. La position de l'Union européenne est très simple. Il y a des directives, je ne vais pas vous les citer, ces directives existent. Ce sont des directives sur les OGM, ce sont des directives sur la biologie synthétique, et ce sont des directives qui vont protéger et qui vont favoriser, qui vont présenter l'utilisation donc de tous les outils et des innovations biotechnologiques. Et ces directives, elles sont applicables directement parce que, tout simplement, dès lors que l'on va utiliser une stratégie CRISPR-Cas, on va soit faire de la biologie synthétique, soit faire des modifications génétiques, et on se doit, en qualité de citoyen en France ou européen, appliquer directement la réglementation. CRISPR-Cas, c'est quoi? C'est une technologie qui va permettre donc de faire des modifications du génome. Cette technologie, vous avez pu le voir, va permettre donc de faire des modifications génétiques de façon transversale. La question, c'est la suivante. Demain, qu'est-ce que l'on va faire demain? Je peux vous garantir, parmi mes collègues et collaborateurs qui font de la recherche, est-ce que l'on est capable, dites-nous sincèrement, d'anticiper sur les programmes de recherche que l'on va faire dans les 6 à 8 ou 10 mois qui suivent? C'est compliqué. On est mis sur tout un ensemble de stratégies et, bien entendu, même si les projets sont mis en place, on va être amené à dériver. La génétique de demain est difficilement prévisible. Même si elle n'est pas prévisible dans les quelques mois, elle va être difficilement prévisible dans les quelques années. CRISPR-Cas, effectivement, donc, à l'ombre de cet avenir, eh bien, est assez prometteur. Mais il faut savoir que derrière, nous avons ce type de technologie. Et cette technologie, même si elle n'est pas prévisible, eh bien, derrière, nous avons forcément donc, des consortiums ou bien nous avons des groupes où nous avons réussi à nucléer aussi des groupes de réflexion sur CRISPR qui permettent non seulement de contrôler CRISPR, mais qui permettent aussi d'envisager l'avenir sous des angles à la fois technologiques, mais aussi réglementaires. Donc dans tous les cas, CRISPR-Cas, bien que ce soit un outil formidable, et ce petit couteau suisse, eh bien, nous comptons bien l'exploiter dans tous les domaines, avec les limites de la réglementation, bien entendu, et en respectant donc le vivant, en respectant l'homme et en respectant les réglementations. Mesdames et messieurs, donc, je vous remercie pour votre attention et je tiens à vous rappeler qu'il est formellement interdit d'utiliser CRISPR-Cas donc sur des embryons humains pour en faire donc des petits clones bébés. Merci beaucoup. Merci Christian pour cette conférence tout à fait passionnante. Et donc on va démarrer. T'en vas pas trop loin. Ben oui. Donc tu es au centre de la table ronde, puisqu'en fait cette table ronde va reprendre un petit peu les éléments de ce que tu as dit et a certainement fait germer toute une foule de questions. Donc je t'en prie, va t'asseoir. Donc autour de Christian Siatka, qui est généticien toxicologue, professeur associé à l'Université de Nîmes, expert judiciaire, expert auprès de la Commission européenne en biologie et génétique. Il va y avoir d'autres personnes, mais vous avez vu que le background et le CV permet justement d'aborder tous ces points sur CRISPR. Pour accompagner donc Christian, alors je vais appeler John DeVos. John travaille à l'Institut de médecine régénérative et en biothérapie à Montpellier, à une unité INSERM de Montpellier. Il a entre autres participe à un atelier de réflexion sur l'édition du génome de l'embryon humain. Donc, dernière réflexion que nous a donné Christian, dont plusieurs sociétés savantes font partie, dont la SFG.
Autre invité, Anastasios Brenner. Professeur de philosophie à l'université Paul Valéry, donc pas très très loin, dont la spécialité est la philosophie des sciences, l'épistémologie historique, les valeurs rationnelles et les modalités de la décision en sciences. Pour l'accompagner, Christian Bleu. Immunologiste et biologiste moléculaire de formation, il est surtout ici pour son rôle dans la commission de génie génétique qu'il suit depuis sa création en 1993. Et depuis 2004, il est responsable de la cellule de contrôle des OGM manipulés en milieu confiné au sein de la Direction générale de la recherche et de l'innovation. J'appelle pour compléter cette table ronde Guillaume Bagnolini. Lui aussi, ancien biologiste, parasitologue aussi. Alors, il ne faut pas croire que on devient ancien biologiste pour après aller dans la philosophie et l'éthique. On peut y aller aussi directement. Lui, il finit une thèse en philosophie sur les techniques et le mouvement du biohacking, ou ce qu'on appelle aussi la biologie du garage. On en parlera un peu plus. Et évidemment, CRISPR est en plein milieu de ces thématiques-là. Et nous avons l'honneur et la joie d'avoir Sylvain Moineau, qui est là, que je ne vois pas, voilà. Sylvain, dont vous avez vu le nom apparaître sur les slides de Christian Siatka, qui est un des conférenciers donc, du programme scientifique qui démarre demain et qui nous fait l'honneur donc, de participer à cette table ronde qui va rester donc grand public. On va éviter de dire des gros mots de biologie, de génétique et autre chose. Je crois avoir oublié personne, les autres conférenciers ne pouvant pas venir ce soir. Je vous en prie, installez-vous. Oui, je pensais qu'il y aurait une table pour mettre les noms, vous n'êtes pas obligé de les mettre à court. Enfin, on vous a identifié maintenant. Alors par contre, j'ai demandé aux personnes qui ont le micro de peut-être de m'en amener un autre, parce que là, il n'y en a qu'un, ça va être un peu léger. T'as qu'à en donner un au bout de la table, là. Bon, alors, on va discuter un petit peu sur cette table ronde des sujets qui ont été abordés, mais le but ultime, et on a largement le temps, de cette table ronde, c'est que vous, public, vous posiez les questions sur tout ce qu'on a vu et tout ce qui a pu germer dans votre tête en entendant tout ça, savoir où je peux acheter mon T-Rex, comment faire mon bébé OGM. Alors, je vais commencer par une question. Alors, je ne sais pas à qui je la pose, vous répondez de façon générale. C'est d'ailleurs John qui me l'a soufflé, donc c'est facile. Hein. Tu as dit OGM. Mais si c'est pour modifier quelque chose et le réparer, donc le guérir, c'est quand même considéré comme un OGM? Oui, c'est un OGM, absolument. C'est un OGM dans toute sa splendeur. Et donc on verra la réglementation qui tourne autour de la manipulation avec des OGM, avec la création d'OGM. Absolument. Alors, je pense que le micro ne fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Oui, dès lors que l'on va faire un bricolage, alors excusez-moi le terme dans le cadre de l'aspect clinique, mais dès lors que l'on va faire un bricolage génétique en utilisant des outils derrière, eh bien, il y a une réglementation assez stricte, et Christian, tu m'interromps si je me trompe, mais il y aura une modification qui va se faire par ingénierie en utilisant donc des outils un petit peu compliqués, des vecteurs, et donc ça fait l'objet donc d'une déclaration auprès du Haut Conseil des biotechnologies, et c'est considéré comme... Non, là, tu dis une bêtise, non, là je dis une bêtise, pardon. Auprès de l'autorité compétente qui est le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, pardon. qui confie l'examen du projet au Conseil des biotechnologies, voilà, qui est l'agence nationale qui est là pour statuer. Alors, qui est là effectivement pour... Ah oui, ça marche tellement mieux. Qui est là pour statuer effectivement sur le niveau de confinement, pour parler très précisément,
des organismes qui vont être manipulés dans vos laboratoires. Je dis bien qu'ils vont être manipulés puisque toute cette déclaration est préalable avant toute manipulation et toute utilisation de système CRISPR-Cas9, comme avant toute utilisation d'un système de transgénèse soustractif, comme, alors je ne vais pas rentrer dans des détails, mais enfin, le knock-out, le knock-down, le knock-in, ou la transgénèse additionnelle. Voilà, donc tout ça, c'est préalable. On rentrera dans des détails, si vous le souhaitez, au fur et à mesure des questions qui seront posées. Donc, tu as dit que CRISPR, en fait, c'est quelque chose qui a été découvert dans la bactérie. Ce qui me fait quand même peur, c'est qu'apparemment, nous sommes un terrain de jeu énorme pour les bactéries. Nous sommes plein de bactéries. Il semblerait qu'on ait plus de génome de bactéries dans notre corps que de notre propre génome à nous-mêmes. Du coup, est-ce que ce CRISPR de la bactérie ne pourrait pas interagir avec notre génome, notre propre corps, nos propres cellules, sans qu'on lui demande rien? Alors, d'abord, merci pour l'invitation. Plaisir toujours un plaisir de revenir en France. Alors, une réponse courte, non. Alors, je vais vous reprendre un petit peu en vous disant qu'effectivement, nous sommes pleins de bactéries, mais en fait, nous sommes encore plus pleins de virus. Hein. Vous savez, on a plus de bactériophages en nous et sur nous qu'on a de bactéries. Donc, effectivement, une guerre continuelle entre les virus et les bactéries. Et c'est sûr que le système CRISPR-Cas est je dis bien des mécanismes de résistance que possèdent les bactéries pour se défendre. Il ne faut pas oublier également que c'est seulement la moitié des bactéries qui possèdent un système CRISPR-Cas, donc c'est pas l'ensemble des bactéries, mais c'est évidemment avec les chiffres que vous mentionnez, c'est énorme, là. Mais les probabilités que vous mentionnez sont très infimes, je vous dirais. La moitié rassurée. Non, mais en fait, ça revient un petit peu à la question OGM de tout à l'heure, si vous me permettez. Si on réussit un jour à maîtriser les technologies CRISPR-Cas9 pour nous amener à peut-être guérir des gens, on peut se poser la question, si on guérit des gens avec CRISPR-Cas9, est-ce qu'on peut maintenant faire des aliments OGM? Et moi, je pense que les gens qui sont contre les OGM vont toujours être contre les OGM. Donc, on ne pourra jamais avoir l'unanimité sur le sujet. Là. Les 9 promesses de CRISPR que tu as énoncées, tu as dit que c'était potentiellement réalisable. C'est le mot potentiellement qui me gêne un peu, puisque, bon, on a bien vu qu'après, il y avait des commissions qui allaient regarder tout ça, mais qui va vraiment être garant de ce garde-fou et si quelqu'un s'amuse, tu disais, ouais, on peut essayer de faire du CRISPR chez soi, mais on va pas arriver à faire grand-chose, mais quand même, il y a des gens qui ont essayé, il y a des sociétés plus ou moins, on va dire, honnêtes, sérieuses, qui peuvent peut-être s'amuser à ça, et du coup, je veux en venir aussi à tout ce qui est le biohacking, le do it by yourself et la biologie du garage, comme on faisait nos ordinateurs dans les années 60. Alors, je vais prendre la réponse pour présenter un petit peu ce qui se passe en France. Ensuite, je laisserai la question à Sylvain, la réponse à Sylvain. CRISPR, bon, tel que je vous l'ai présenté, certes, ça paraît simple sur le papier. Mais le fait de pouvoir le mettre en place, bon, ça nécessite vraiment donc une infrastructure en amont qui va permettre donc de faire donc de la biologie cellulaire, de la biologie moléculaire. Et derrière, il faut aussi avoir donc des plateformes aussi. On va pas rentrer dans des détails techniques, mais qui vont permettre donc de faire du screening à haut débit, même du séquençage, pour pouvoir garantir, authentifier. Alors, c'est simple comme ça sur le papier, c'est low cost, la technologie en elle-même, mais avant le projet et après le projet, ça peut coûter très très cher aussi. Donc c'est pas quelque chose qui va apparaître non plus chez le commun des mortels. Ensuite, chez nous, en France et en Europe, on n'est pas dans un état d'esprit comme outre-Atlantique, ou bien il y a des personnes qui s'amusent parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire donc de la biologie dans le garage. Voilà. Ensuite, c'est... Pardon ? Oui. Ouais, on va voir ça, mais ensuite derrière, ça risque d'être compliqué pour essayer de mettre en place ce type de technologie, bien qu'elle soit facile et réalisable à mettre en place. C'est pas demain que ce sera, je dirais, à la portée de Monsieur Tout le Monde. Ensuite, derrière, il faut savoir que c'est mis en place par donc des laboratoires, par des instituts de recherche. Il y a des déclarations qui sont faites et il y a, dans certains cas, des surveillances qui sont faites par rapport aux structures qui utilisent ce type de technologie. Non, alors je suis tout à fait d'accord sur le fait que effectivement CRISPR demande des coûts, pour le moment en tout cas, assez importants et
et des technologies qui ne sont pas à la portée des laboratoires associatifs type biohacking, biologie de garage. Après, en France, il y en a, hein, vu que ma thèse porte sur le mouvement français. Donc malheureusement, donc effectivement, il y en a deux principaux. À la Paillasse à Paris, où effectivement ils font... alors effectivement, ça reste de l'identification d'espèces, par exemple par du DNA barcoding. Donc quand même des technologies de biologie moléculaire qui sont poussées sans être non plus effectivement énormément, enfin, entraînant des coûts qui sont assez importants. Il y en a un autre, un laboratoire associatif qui est à la mine. Ce que je voudrais dire juste pour déminer un peu le propos tout de suite, c'est qu'il y a beaucoup de communication derrière, parce qu'effectivement, parler de CRISPR, ça rapporte des crédits. Et ça rapporte aussi des financements, notamment d'entreprises de la Silicon Valley. Et en France, la Paillasse notamment, sont financées entre autres par certaines grandes startups de la Silicon Valley qui voient un terrain d'expérimentation fabuleux avec des personnes qui ne sont pas forcément des scientifiques, qui n'ont pas forcément non plus tout à fait les mêmes contraintes que dans les laboratoires institutionnels officiels, et effectivement qui développent après beaucoup de communication, beaucoup de futurologie autour de ça. On a vu effectivement l'article de Science et Vie où on soigne toutes les maladies, on améliore l'être humain, on pourra parler peut-être un peu du transhumanisme aussi. Et donc effectivement, il y a beaucoup de discours, beaucoup de communication autour de ça, qui finalement, dans le fait concret, quand on regarde un peu plus et qu'on va justement dans ces laboratoires, reste quand même assez modeste sur ce qu'ils font exactement, concrètement, au jour le jour, dans ces laboratoires. Donc effectivement, là je rejoins totalement, c'est que même s'il y a des laboratoires et même s'il y a un mouvement de biohacking en France qui s'étend, avant que soient mis en place des projets CRISPR comme on a dans les laboratoires institutionnels, je pense qu'il faudra quand même pas mal de temps et pas mal d'argent qui soit investi à l'intérieur de ces laboratoires. Donc ma dernière question, en fait, c'était plutôt sur toi, Anastasia. Est-ce qu'on a déjà vu dans l'histoire des sciences quelque chose qui a pris comme ça un tel engouement qui sort du labo, qui semble vraiment sortir du labo et intéresser vraiment directement la population, puisqu'on communique énormément, comme on vient de dire, pour acquérir les maladies, acheter un T-Rex. Est-ce que c'est des fractionnements, des événements que l'on retrouve dans l'histoire des sciences? Certes, hein, les révolutions scientifiques, hein, et il y en a eu plusieurs. Hein, on admet que bon, la révolution copernicienne, la révolution einsteinienne, bon, c'est des événements qui ont bouleversé l'ordre social, l'ordre politique aussi souvent. Alors, ce qui est évidemment nouveau là, c'est que ça nous touche de façon plus intime, hein, puisque c'est le vivant, hein, donc c'est pas l'extérieur, c'est pas notre environnement, c'est nous-mêmes. Hein, voilà, donc effectivement, c'est à cet égard une révolution d'un autre type, hein, oui. Hein, et effectivement, le problème qui se pose, qui a été évoqué à plusieurs reprises, c'est les conséquences éthiques. Et ça, c'est du domaine de l'éthique appliquée. Et c'est quelque chose, évidemment, qu'il nous faut construire ensemble, je veux dire, entre voilà, la réflexion, disons, philosophique, traditionnelle, et puis les problèmes nouveaux que posent voilà, ces nouvelles technologies, très précisément, pour bien les cerner. Je peux compléter par rapport justement à cet atelier de réflexion que tu as vu sur l'embryon humain, et par rapport à ce que tu fais aussi, le laboratoire par rapport à l'édition du génome humain, c'est exactement ce qui vient d'être dit. Pour la première fois, là, c'est vraiment une révolution qui peut potentiellement nous concerner si on commence à modifier le génome de l'être humain. C'est-à-dire si on modifie le génome dès le stade de l'embryon, à ce moment-là, cette modification sera transmise à l'ensemble des générations suivantes, hein, de cet individu qui aura été modifié. C'est-à-dire que pour la première fois, on peut imaginer
C'est pas encore fait, mais on peut imaginer techniquement, de manière relativement réaliste, même s'il faut encore, avant de passer en clinique, il y a des obstacles éthiques et des obstacles techniques à résoudre, mais on peut quand même imaginer que pour la première fois, l'être humain prend en charge sa propre évolution, quoi. Ce serait la première espèce vivante qui peut, s'il le souhaitait, c'est pas forcément souhaitable, mais qui peut modifier son génome comme il en a envie, c'est-à-dire finalement guider l'évolution dans un sens ou dans un autre. Et donc ça, c'est vraiment une révolution profonde. Alors, c'est pas forcément souhaitable, hein, mais à ce titre-là, c'est quand même une révolution très profonde puisque c'est quelque chose qui est à la portée de la main. Et donc ça change beaucoup. Non, après, la réflexion de l'atelier, c'est une réflexion qui est finalement partagée avec la plupart des sociétés savantes qui sont réunies autour de la question de faut-il modifier l'embryon humain, avec un consensus aujourd'hui qui est il ne faut pas le faire à visée reproductive, c'est-à-dire aujourd'hui les techniques de toute façon, on se pose deux questions, est-ce qu'il faut vraiment le faire, est-ce qu'on a vraiment un besoin médical, bon, on pourra en rediscuter après, et deuxièmement, pour le moment en tout cas techniquement, même si la question médicale était claire, à quoi ça pourrait nous servir. D'un point de vue technique, on n'est absolument pas OK. Donc, ce n'est pas à mettre en œuvre aujourd'hui. Donc, à ce titre-là, il faut continuer l'interdiction qui y a aujourd'hui en France, par exemple. Hein. On n'a pas le droit de modifier le génome d'un embryon humain. Mais il y a un consensus pour dire qu'il ne faut pas s'interdire de faire de la recherche sur la modification du génome de l'embryon humain. Donc, il faut, alors qu'aujourd'hui en France elle est interdite, mais dans d'autres pays comme par exemple l'Angleterre ou les États-Unis c'est autorisé, et récemment il y a eu des publications de très haut niveau à ce sujet, quoi. Oui, merci. En fait, j'aimerais juste simplement rajouter que cette révolution dans le domaine des sciences biologiques est aussi couplée à la révolution dans les réseaux sociaux. Et donc tout va trop vite, tout va très vite, et c'est quand même des questions qui sont profondes, qui demandent du temps. Et je crois qu'on n'était pas prêt à répondre à ces questions-là. Et moi, depuis 4 ans, j'ai jamais parlé avec autant de politiciens de ma vie. C'est pas nécessairement toujours une bonne chose, mais on n'était pas prêt à ça. Et eux aussi n'étaient pas prêts. Donc, ça fait des discussions qui sont super intéressantes. Et je pense qu'aujourd'hui aussi, ça fait partie de continuer cette réflexion-là, mais ça nous bouscule beaucoup, je trouve. Et ça, on n'était pas prêt nécessairement. Bonjour. En fait, moi, je me pose une question par rapport au comité de lecture des publications qui peuvent être faites par les laboratoires académiques en particulier. Comment est-il possible, serait-il possible de contrôler un petit peu ce qui est publié et d'éviter qu'il y ait justement des publications accessibles in fine à tout le monde sur, par exemple, des modifications du génome d'embryons humains? Alors, chaque journal a sa propre politique éditoriale, mais d'une manière générale, il demande à ce que la recherche qui a été effectuée soit en accord avec la réglementation du pays où ça a été fait. Ça, c'est de la base. Et après, ils peuvent rajouter une couche sur l'éthique plus générale. Et ce qui expliquerait, mais bon, ça c'est des réflexions qui sont off, mais ça expliquerait que, par exemple, le premier papier qui a relaté la modification du génome d'embryons humains, qui étaient des embryons non viables, enfin, qui étaient vivants, mais non viables parce qu'ils avaient un génome qui était non pas diploïde, mais triploïde, peu importe. Ces embryons, cette publication a été faite par une équipe chinoise. La revue Nature, a priori, ne l'a pas acceptée à l'époque pour des questions éthiques. Alors, depuis, ils ont modifier leur position puisqu'ils ont publié en 2017 un papier par une équipe américaine sur ce sujet. Mais donc, pour vous dire que il y a le respect de la réglementation d'un pays, et deux, leur propre interprétation qui peut varier au cours du temps de ce qui est acceptable ou pas. Mais ils ont quand même conscience de la responsabilité éditoriale en publiant ou en ne publiant pas un travail scientifique, et notamment les très hauts journaux. Ce serait plus une question parce que récemment avec CRISPR-Cas13, on a découvert qu'on pouvait modifier l'ARN. Est-ce que vous pensez que ce serait une solution au problème d'éthique que l'on rencontre avec CRISPR-Cas9 ? Donc l'idée de modifier l'ARN, c'est l'idée que la modification qui va être apportée sera transitoire, puisque l'ARN va être traduit dans une protéine et avec des demi-vies avec une demi-vie limitée. Et un des commentaires qui était fait par rapport à ce papier, c'est de dire qu'à ce moment-là, ça permet, si on fait une thérapie génique qui porte sur l'ARN et non pas sur l'ADN, qu'éventuellement on puisse la modifier au cours du temps et l'améliorer
l'upgrader au fur et à mesure qu'on trouve de nouvelles solutions pour faire la correction de la thérapie génique. Mais évidemment, l'inconvénient, c'est qu'il faut refaire à ce moment-là des injections régulières, donc ça a un prix aussi. Alors qu'une thérapie génique, là je ne parle pas de la modification de l'embryon humain, hein. Une thérapie génique qu'on veut modifier, par exemple les cellules sanguines, chez quelqu'un qui a une maladie génétique qui touche les cellules sanguines, on a quand même a priori plutôt envie de faire une réparation définitive pour que la personne soit guérie, même si elle transmettrait potentiellement encore cette anomalie génétique à une descendance. Mais bon, c'est une autre option, celle de faire une thérapie génique qui porte sur l'ARN, donc qui est transitoire. Ça peut aussi être une option, enfin un intérêt, mais ça a ses inconvénients. Vous venez de parler de thérapie génique. Je voudrais savoir si vous avez une idée du temps, de la durée, dans combien de temps vous pensez qu'avec cette technologie, on pourra enfin avoir une application réelle de maladies génétiques? Surtout qu'il va y avoir le Téléthon bientôt. Donc. Il y a depuis très récemment, non pas avec la technique CRISPR-Cas9, mais une technique relativement proche, même si elle était beaucoup plus onéreuse, qui n'a pas été citée, mais qui sont une autre forme de ciseaux moléculaires. Il y a un essai clinique qui a commencé aux États-Unis. Il me semble bien que c'est aux États-Unis. Donc voilà, ça a déjà, enfin, même si CRISPR-Cas9 n'a pas encore commencé, des technologies un peu similaires mais beaucoup plus chères ont déjà commencé en clinique, et on dit en général qu'il faut au moins une dizaine d'années entre une invention et sa mise en œuvre en clinique. Et là, bon, il faut trouver d'abord la cible, ensuite la tester in vitro, puis dans des modèles animaux, puis passer à l'être humain dans les essais cliniques. Ça prend du temps. Mais compte tenu des enjeux à la fois médicaux et financiers aussi, ça pourrait être plus rapide que 10 ans. Bonsoir. Est-ce que vous pourriez nous parler des aspects financiers, business? Je crois qu'il y a des sommes énormes en jeu potentiellement. Il y a des très grosses boîtes qui sont sur les rangs. En particulier, elles ont repris... elles sont de nouveau intéressées par les xénogreffes, vu qu'on peut maintenant inactiver les virus endogènes. Et je sais qu'autrefois, il y avait des boîtes qui avaient mis des centaines de millions de dollars en jeu. Où ça en est maintenant? Quelles sont les grandes entreprises qui sont sur les rangs? Et est-ce que vous avez une idée de ces choses-là? Alors, concernant les entreprises, donc, il y en a 2 ou 3. Je ne sais pas si on peut les citer ou pas. On peut parler par exemple de CRISPR Therapeutics qui... Non, je pense pas. Et alors, il faut savoir qu'il y a un engouement majeur pour pouvoir mettre en place et pour pouvoir développer des programmes en matière de recherche, et ça de façon transdisciplinaire. C'est-à-dire que ces sociétés ont pour objectif donc d'exploiter l'outil à la fois donc dans un cadre donc de recherche médicale, clinique, stratégie de thérapie génique, mais aussi dans le cadre donc d'optimisation, d'amélioration de génome chez des végétaux. Donc parler de ces chiffres reste un petit peu compliqué, puisque en fonction donc des sommes qu'elles ont réussi à lever et de l'intérêt financier qu'elles suscitent, eh bien, il y a des fléchages et il y a des orientations financières qui sont variables en fonction de leur projet et de leur stratégie. On en retrouve aux États-Unis, forcément. Hein. Il va y avoir donc des intérêts financiers avec Zhang. On va retrouver en Europe majoritairement CRISPR Therapeutics, qui est piloté par Emmanuel Charpentier. Et ensuite, il y a d'autres sociétés qui commencent à émerger, entre autres en Chine. Mais ça, c'est sur le point de l'émergence. Je n'en sais pas plus. Non, je ne vais pas rajouter grand-chose. Effectivement, il y a aussi... bon, les xénogreffes, la cryogénisation, CRISPR, etc. Dans les années 72, il y avait Alcor qui s'était monté autour de la cryogénisation, et il y avait eu énormément d'argent qui avait été relevé par rapport à ça. Un biohacker qui a fait un financement participatif sur Indiegogo, donc une plateforme de financement participatif, a quand même relevé $70 000 pour faire un kit CRISPR
potentiellement diffusable n'importe où, qui coûte maintenant $159. Donc un kit CRISPR qu'on peut acheter, que j'ai acheté, et qu'on peut faire. Et on peut. Non, alors non, ça n'injecte pas soi-même. Hein, c'est pas des. C'était pas un transhumaniste. Mais par contre, effectivement. Après, voilà, il y a des sommes assez importantes qui sont injectées, et notamment un financeur potentiel de ces découvertes dans des optiques d'amélioration de l'être humain, donc notamment transhumaniste, c'est Alphabet, donc l'entité qui a Google notamment. Donc voilà, hein, c'est des financeurs qui sont assez conséquents. Ouais. Je voulais rajouter un mot sur la xénogreffe, puisque ça a été évoqué. Effectivement, l'idée de la xénogreffe, c'est utiliser les cellules animales pour soigner l'être humain en injectant des cellules animales, notamment de porc. Il y avait deux obstacles à ça. Il y avait le rejet immunitaire, qui est majeur et qui ne permet pas pour le moment d'utiliser ça dans une routine clinique, même s'il y a eu des essais cliniques. Et le risque infectieux, avec notamment les rétrovirus, a été évoqué. Pour ce deuxième point, les rétrovirus, in vitro, dans une lignée de cellules porcines, les rétrovirus porcins endogènes qui sont un risque théorique ont été effectivement éliminés avec succès grâce à CRISPR-Cas9. Et il me semble, mais là je ne suis pas complètement à jour de la bibliographie qui va très très vite, que ça a été fait même sur des porcs complets. Mais ça c'est sous réserve, mais enfin il n'y a pas de raison qu'on n'y soit pas très rapidement. Et du coup, le côté immunologique, ça fait longtemps que des gens effectivement travaillent à essayer de casser les antigènes qui, chez le porc, sont les plus immunogènes chez l'homme. Et cette recherche qui existait déjà, très onéreuse avec les techniques anciennes, va, à mon avis, s'accélérer très largement grâce à CRISPR-Cas9, puisqu'on va pouvoir l'envisager de manière beaucoup plus rapide. Oui, j'ai une question. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur l'état de l'art de ce que l'on est capable de faire dans un organisme, qu'il soit humain ou pas, en termes de vecteurs utilisés pour introduire CRISPR-Cas9 et avec quelle fiabilité, quelle performance sur l'intégralité des cellules de l'organisme et quelle spécificité vis-à-vis des tissus, des différents tissus. Voilà, l'état de l'art des applications possibles, évidemment je pense thérapeutiques, hein, mais... Alors, effectivement, c'est un très bon point parce que Cas9, c'est une protéine. Et donc, pour qu'elle soit active, et comme le guide d'ailleurs, pour que les deux soient actifs, il faut qu'ils soient dans la cellule et non pas à l'extérieur. Et donc, une des grandes problématiques, c'est comment faire rentrer à la fois cette protéine et cet ARN dans la cellule, puisque la cellule est vraiment faite pour ne pas laisser rentrer des acides nucléiques ou des protéines qui n'ont rien à faire à l'intérieur de la cellule. Et donc, pour le moment, on en est encore quand même dans les essais cliniques, alors encore une fois, il n'y en a pas chez l'homme, mais chez l'animal, tout ce qui est préclinique, a utilisé des vecteurs viraux comme les AAV. Je ne pense pas que ça a été fait avec des plasmides ou des choses non virales. Parce que là aussi, pour rechercher l'efficacité, il faut l'utilisation encore aujourd'hui de virus pour faire rentrer en fait, ce matériel génétique dans la cellule. Après, ce n'est plus le virus qui s'intègre, donc ça c'est vraiment un progrès immense, mais il est encore nécessaire pour qu'il transmette Cas9 et le guide. Pour compléter entre autres en partie des propos, il y a ce problème, comme l'évoquait John DeVos, sur l'utilisation de vecteurs de virus, et ce sont des problèmes des fois qui sont pas des problèmes d'ordre technique, mais des problèmes d'ordre réglementaire. Et donc, pour essayer de contourner cet aspect réglementaire, eh bien, on ne va même plus utiliser de virus, mais on va directement utiliser la protéine purifiée avec son guide dans certains cas. Et ça a été fait au niveau de certains tissus, hein, ça a été fait sur du foie, et, où on injecte directement sur certaines cellules, et donc des protéines directement donc avec le guide, ce qui empêche l'utilisation, enfin, ce qui évite d'avoir à utiliser des vecteurs. Donc pour contourner en fait, dans certains cas, certaines contraintes réglementaires, hein, bien entendu, qui puisaient en plus, ça donne des avantages techniques qui sont à discuter en matière d'efficacité, d'action, de spécificité, mais voilà. En fait, un, deux. En fait, je voulais juste simplement mentionner qu'on parle beaucoup des applications qui sont médicales.
soit pour traiter des gens ou développer des nouveaux aliments, mais il ne faut pas oublier aussi que la grande force de l'outil CRISPR-Cas9 présentement, c'est son outil de recherche. Et ça, on a tendance des fois un peu à l'oublier parce qu'on se pose des questions scientifiques aujourd'hui qu'on n'était pas capable de se poser il y a 5 ans parce que cet outil n'était pas disponible. On se disait, oh, je ne serais pas capable d'obtenir tel mutant, ça va me prendre trop de temps, etc. Alors là, maintenant, on peut modifier un gène d'intérêt, une protéine d'intérêt, regarder l'impact de cette modification sur l'ensemble d'une cellule. À l'époque, on se disait, on va séquencer le génome humain, on va trouver tous nos problèmes, et finalement, on s'est aperçu qu'il y avait plein de gènes qu'on ne connaissait, et de protéines dont on ne connaissait pas la fonction. Et là, maintenant, on peut s'attaquer à cela et aller voir. Et donc, ça va être des impacts secondaires, mais très importants, dont va découler l'utilisation de CRISPR-Cas9. On va découvrir des nouvelles fonctions, des nouvelles protéines qui vont mener à des nouveaux médicaments pour des nouvelles thérapies. Et ça aussi, il ne faut pas négliger cet élément-là, l'utilisation de CRISPR-Cas9 comme outil de recherche qui est très puissant. Et si on met des balises dans son utilisation, il faut quand même faire une distinction entre une application médicale, par exemple, et une application recherche, là, qui est... Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que nos politiciens s'intéressent, et avec raison, à cette technologie, parce que ça a l'impact dans une panoplie de domaines, et c'est vraiment génial qu'ils s'intéressent à ça. Oui. Bonsoir. Je suis assez content qu'on parle de virus, puisque je suis virologue de métier. L'utilisation que nous avons de CRISPR dans le laboratoire où je travaille, c'est l'essence même de CRISPR, à savoir la destruction d'un virus avec ce système. Et d'ailleurs, il me semble qu'il y a une vingtaine d'essais cliniques à l'heure actuelle chez l'humain, dont un qui se passe sur le papillomavirus pour le cancer du col de l'utérus en Chine. J'aimerais avoir votre point de vue, que ce soit scientifique, éthique ou philosophique, à vous de voir, sur l'utilisation de cette technique chez l'humain concernant des organismes exogènes ou étrangers à l'humain. Bon, moi ça me pose pas de problème, en tout cas qu'on s'attaque à des virus pathogènes. Hein. Après, la principale réserve, ça va être la toxicité éventuelle, donc être sûr qu'il n'y a pas d'effets secondaires non prévus, et éventuellement une propagation de l'outil dans l'environnement. Voilà les grandes questions que ça pose. Mais sur le principe de s'attaquer aux virus ou d'autres gènes, enfin d'autres agents pathogènes, je ne vois pas d'obstacle. Si je peux juste ajouter quelque chose, l'essai clinique actuel sur les papillomavirus, qui est un virus qui s'intègre au génome humain, peut-être que ça peut vous aider à répondre au fait qu'on va casser le génome humain pour essayer d'enlever ce virus. Oui, sauf que ce n'est pas dans les cellules germinales, donc ça veut dire qu'on ne va pas modifier le patrimoine génétique des générations futures. Donc ça va être la thérapie génique, c'est-à-dire des modifications des cellules du patient, mais qui sont en principe, donc là il faut s'en assurer, pas transmissibles aux générations suivantes. Donc tout à fait différent de ce qu'on a évoqué tout à l'heure, qui était la modification de l'embryon humain, c'est-à-dire du patrimoine génétique de l'espèce, quoi, hein, mais... Ça rejoint un petit peu les programmes de recherche qui sont mis en place sur le cancer du poumon et sur le cancer du pancréas, où on essaye d'exploiter potentiellement, toujours en recherche, hein, mais non pas en essai clinique, donc des stratégies CRISPR-Cas qui vont aller cibler spécifiquement donc des gènes qui font partie donc de cellules tumorales. Ça rejoint aussi les mêmes problèmes que l'on avait retrouvés dans le cadre de la rétine pigmentaire, où nous avons un gène particulier qui est monogénique dominant, où il y a eu des essais qui ont été faits chez la souris. On a réussi à réverser ça. Donc on n'est pas sur, comme le disait John, sur des modifications donc de cellules somatiques, hein, mais on est sur des cellules avec une cible particulière. Ensuite, le problème majeur, et c'est ce que j'avais évoqué, hein, ce sont les problèmes donc d'off-target, c'est-à-dire de hors-cible potentiels, hein, qui vont être là, puisque l'idée de cette technologie, c'est de pouvoir cibler spécifiquement ce que l'on souhaite. Qu'est-ce qui se passe si on tape ailleurs? Voilà. Est-ce que c'est contrôlé ou pas? Et ce seront les problèmes majeurs qui seront rencontrés. Là c'est compliqué, puisque c'est tout l'objet donc de la recherche et de l'investigation autour de cet outil. Bonsoir. Donc moi j'avais en fait principalement 2 questions. La première c'est
quelle est votre position? En fait, on parle beaucoup de modification du génome humain. C'est vrai qu'on s'imagine beaucoup qu'en fait, on modifie directement dans la cellule telle quelle par une injection. Mais il y a aussi, de ce que j'ai vu, beaucoup d'applications sur la reprogrammation cellulaire. Donc, en une sorte de thérapie cellulaire, en modifiant à part par CRISPR la cellule, et après on réinjecte la cellule. Et mon autre question aussi, c'était, je ne sais pas s'il y a eu des recherches sur la modification de l'ADN mitochondrial, et notamment, par exemple, chez les sujets mâles, puisque on sait que l'ADN mitochondrial ne se transmet pas, ne se transmet que de la mère. Donc du coup, ce n'est pas forcément quelque chose qui va modifier les générations futures. Alors pour la reprogrammation, c'est-à-dire prendre une cellule adulte et la reprogrammer en cellule équivalent embryonnaire, donc cellule reprogrammée, pluripotente, capable de faire tous les tissus, la technologie CRISPR-Cas9 n'est pas forcément nécessaire. Après, elle peut être utile pour faire des modifications qu'on souhaite, pour en particulier la recherche. Je pense que la réflexion qui a été faite tout à l'heure sur l'intérêt de CRISPR-Cas9 pour la recherche aujourd'hui dans nos laboratoires est fondamentale. Hein. Mais pour la reprogrammation elle-même, CRISPR-Cas9 n'est pas nécessaire. Ça peut être une technique, mais comme une autre. Et après, la modification du génome, enfin du patrimoine génétique des mitochondries, oui, bah, de toute façon, la technique modifie l'ADN. Que ce soit dans les cellules eucaryotes, dans les mitochondries ou dans les bactéries, donc c'est potentiellement utilisable, avec la difficulté qu'il faut modifier peut-être toutes les mitochondries, ou en tout cas une majorité, sinon on risque de voir la maladie se perpétuer. Et donc après, il y a une technique concurrente qui fait l'objet de recherches en Angleterre, qui est la transplantation du noyau d'un ovule malade, porteur des mitochondries malades, dans un ovule pas porteur des anomalies mitochondriales. Mais là, c'est un autre sujet. Oui, bonsoir messieurs. J'aimerais connaître votre avis en matière de recherche sur le portrait robot génétique, son degré de fiabilité à ce jour et son cadre légal. Je veux bien répondre à la question, bien que je l'estime un petit peu hors sujet par rapport à la thématique de CRISPR, puisque le portrait robot génétique, c'est de la forensic science qui n'a rien à voir avec la thématique d'aujourd'hui. C'est une technologie française qui exploite donc des caractéristiques génétiques, si vous voulez. On pourra en parler après, lors de la séance. C'est pas l'objet de la enfin, c'est pas. Mais je me tiens à votre disposition si vous voulez en parler. D'accord ? Voilà. Donc pour la petite information, on sait faire donc des portraits robots génétiques actuellement. C'est un Français qui est à l'origine donc de cette technologie. On peut le nommer. Il s'appelle Laurent Penn. C'est le directeur de l'INPS sur Lyon. Et effectivement, on a potentiellement une technologie qui permet, à partir donc de traces ADN, de faire un portrait robot génétique donc d'une personne avec une fiabilité qui peut être discutée. Voilà. On va fermer la parenthèse. Oui, bonsoir. Je voudrais revenir sur une des premières questions qui avait été posée, c'est est-ce que un organisme transformé par CRISPR est un OGM et considéré comme un OGM? Donc vous avez répondu que oui, sans problème. Et en fait, c'est pas si simple que ça, notamment chez les plantes, puisque on peut donc transformer des plantes par CRISPR-Cas9. Donc la première étape est une transgénèse et on fait de la transformation. On peut détecter assez facilement cette transformation-là, mais on peut croiser ensuite ces plantes et dans la descendance obtenir des individus qui ont la transformation qui a été générée par Cas9, mais qui n'ont plus la protéine Cas9, la RNA-guine, rien du tout. Et donc, en fait, on peut faire des plantes modifiées qui ne sont plus détectables, en fait, après, si ce n'est par séquençage du génome, par exemple, ou des choses comme ça. Et donc, voilà, la question d'avoir des aliments modifiés qui ne soient plus détectables se pose maintenant avec cette technique. Et d'ailleurs, récemment, il y a un champignon, alors c'est pas une plante, c'est un champignon qui a été modifié par CRISPR-Cas9 et qui n'est pas considéré comme un OGM et qui a été mis sur le marché, je crois. Non, pas en Europe, mais en Amérique ou au Canada. Donc, en fait, la question n'est pas si simple, la réponse n'est pas si simple. Hein. Est-ce que c'est un OGM ou pas? Alors, je suis totalement d'accord avec vous. Effectivement, il y a certaines techniques de CRISPR qui ne conduisent pas forcément à un OGM.
Cependant, en termes de réglementation française, je parle en termes de réglementation française, pas forcément européenne, ça ne s'applique pas à tous les pays. En termes de réglementation franco-française, on va avoir affaire à une biotechnologie, à une nouvelle biotechnologie. Et le HCB a pour mission de, comme je l'ai dit tout à l'heure, de donner une classification sur les niveaux d'OGM et leur niveau de confinement, mais également de s'intéresser sur toute nouvelle biotechnologie. Et c'est en termes de biotechnologie et de nouvelles biotechnologies que la déclaration, malgré tout, doit être faite au bureau OGM du ministère. Je suis parfaitement d'accord. Je vous dis simplement ce que la réglementation française dit actuellement. Là, je parle au tenté. Je ne vous dis pas que cette réglementation sera appliquée ou applicable dans 1 mois, 3 mois, 6 mois. Les choses auront évolué sans doute, peut-être. Toujours est-il qu'actuellement, au tenté où je vous parle, la déclaration de ces systèmes doit être faite, même si vous pouvez justifier que ça ne donne pas effectivement naissance à un OGM, mais c'est l'utilisation d'une biotechnologie que le gouvernement français souhaite voir déclarée. Voilà, c'est cette raison-là. C'est une des 2 missions du HCB, du Haut Conseil de biotechnologie, d'informer le gouvernement sur tout ce qui se passe en termes de biotechnologie, dont les OGM. C'est là où on voit toute la richesse de la technologie, parce que, outre le fait qu'elle puisse intéresser la recherche fondamentale et appliquée de façon, je dirais, transdisciplinaire, eh bien, CRISPR-Cas va même obliger donc le législateur à s'adapter sur peut-être des nouvelles réglementations ou bien sur peut-être de nouvelles formes. Et donc, vous voyez que CRISPR-Cas touche, là, on est sur une table ronde donc de bioéthique, de philosophie ou bien de questions technologiques, mais derrière, il y aura aussi des enjeux et des débats juridiques derrière. Et c'est là tout l'intérêt, en fait, de pouvoir poser ces questions de façon très précoce, toutes disciplines confondues, pour voir comment on va pouvoir réguler et réglementer certaines utilisations, ou dans certains cas, l'utilisation de cet outil. En fait, c'était une excellente question. Pour les gens qui ne connaissent pas la petite histoire du champignon, en fait, dans ce cas-ci précis, on a utilisé la technologie CRISPR-Cas9 pour inactiver un gène qui était déjà présent. Donc, c'était une oxydase. Donc, vous savez que vos champignons vont évidemment brunir après un certain temps. Donc là, on a éliminé, ou en fait, on a inactivé un gène, l'oxydase, pour permettre ou retarder le brunissement des champignons. Dans ce cas précis, donc, on n'ajoute pas un gène. On n'ajoute pas... On enlève quelque chose qui était présent, qu'on pourrait faire par des méthodes classiques, mais qui seraient beaucoup plus longues. Donc, c'est sûr que l'élément cas par cas va devoir être regardé, parce que dans ce cas-ci, comme vous l'avez bien expliqué, il restera plus, l'ancien ADN n'est plus là, mais là, on a vraiment inactivé un gène au lieu d'ajouter un gène. On n'ajoute pas un marqueur de résistance aux antibiotiques ou un pesticide, là. On enlève un gène qui était normalement présent. Donc, c'est assez différent. Un bon point. Oui, alors, dans la réglementation européenne qui s'applique dans tous les pays européens, la 2018, la définition est extrêmement intéressante parce qu'en fait, elle définit l'OGM en fonction de l'intentionnalité que l'on a eu de le produire. Et donc, effectivement, tous les produits obtenus par CRISPR-Cas9 sont des OGM, comme il a été dit, mais il y a une grosse nuance. La nuance, c'est que la même 2018 dit « sont exclus de l'assiette de la directive les produits obtenus par mutagénèse ». Et donc tout le jeu maintenant, notamment avec le poids des entreprises qui, je vous garantis, mettent le paquet, c'est de dire « mais ce sont des mutations, au moins lorsqu'on introduit très peu une séquence très courte, eh bien, c'est équivalent à une mutation. Et c'est d'ailleurs dans ce sens qu'ont statué les experts européens et ceux du HCB, au moins le comité scientifique, bien entendu. Alors, avec un raisonnement qui est extraordinaire, c'est-à-dire de dire, bah, finalement, on fait exactement ce que fait la nature. Et alors, on se demande pourquoi on fait autrement et pourquoi c'est une révolution. Je veux dire, c'est complètement antinomique. Ils ne se rendent même pas compte de cette contradiction. Et donc, actuellement,
tout l'enjeu, il n'est pas du tout réglé. On est dans un flou juridique de savoir quel sera le statut des produits obtenus par ces nouvelles technologies, au moins en ce qui concerne... alors quand on introduit beaucoup de pertes de base, ok, mais pour des faibles modifications, rien n'est tranché. Et c'est là que je reviens aussi à quelque chose qui m'a un peu choqué dans ce que j'entends. Mais on s'exprime d'une façon très courte, donc c'est peut-être logique. C'est-à-dire qu'on part, quand on veut faire une analyse éthique, d'objets qui sont des objets de laboratoire, et on estime que cette structuration philosophique, ces catégorisations, elle est valide dans tous les autres domaines. Or, ces OGM, puisque ce sont des OGM, on les a sortis du laboratoire et on les a mis dans la société et dans le monde vivant. Et par conséquent, il y a, avant de faire des analyses éthiques comme celles que j'ai vues, aussi bien enfin, dans les différents comités éthiques qui existent, avant de faire ça, il faut s'interroger sur la catégorisation des objets. Elle n'est absolument pas convenable. Bon, il se trouve que je suis ancien vice-président du Haut Conseil des biotechnologies. J'ai monté un groupe éthique dans cette institution. Et oui, mais voilà. Non, mais je suis désolé, ce sont des questions qui sont extrêmement importantes, les questions éthiques. Et je note qu'on nous a dit que la société s'ouvrait sur la société civile. Je suis désolé, c'est pas vrai. Parce que les scientifiques viennent dans la société civile expliquer pourquoi ils ont raison. Ils viennent absolument pas écouter ce que la société civile dit. Et la société civile, elle a une réflexion sur l'éthique qui est quand même légèrement supérieure au comité d'éthique, excusez-moi. Et je pense, mais oui, ben venez chez nous, on en discutera. On ne peut pas, si vous voulez, on ne peut pas parler d'éthique avec des objets qui sont inappropriés. Voilà. Bonsoir. Justement, j'avais une question par rapport à la classification des OGM. Avec les nouvelles technologies de CRISPR-Cas9, on a des Cas9 mutés qui ne vont pas changer la séquence d'ADN, mais juste activer la transcription d'un gène ou activer. Est-ce que c'est toujours classifié en tant qu'OGM ou pas ? Là encore, je ne peux répondre que ce que je vous ai répondu tout à l'heure. Même si ça ne donne pas naissance à un OGM au sens strict du terme, on ne va pas reprendre la définition d'un OGM tel que c'est défini, un trinôme expérimental, un insert, un vecteur d'expression et un autre receveur. Mais ça, on en reste quand même là dans une biotechnologie. Et donc, je suis désolé de répondre encore une fois, cette biotechnologie doit être déclarée préalablement avant toute utilisation dans le laboratoire. Ne serait-ce que, je veux reprendre quand même le terme qui a été utilisé tout à l'heure, le respect de l'environnement quand même, parce que quand on modifie un organisme biologique, évidemment, on ne sait pas trop bien si on le largue dans la nature, s'il ne va pas modifier la faune ou la flore sauvage. Donc, ne serait-ce que pour ça, c'est pour ça que cette réglementation existe aussi. Si on fait de la thérapie génique par de la vaccinologie chez l'homme, le dossier repasse 2 fois dans les mains du Haut Conseil des biotechnologies. La première fois pour juger du confinement de l'objet biologique que l'on modifie, donc de l'OGM, et la deuxième fois, après l'injection au patient, de savoir s'il ne peut pas être disséminateur du produit OGM qu'on lui a injecté, pour éviter la dissémination dans l'environnement. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, je me réfugie encore dans la biotechnologie. J'ai une question assez simple. Hein. C'est juste, quand on voit le délai de mise en place de lois ou de réglementations, et, enfin, confronté à la vitesse d'évolution de toutes ces sciences, en pratique, très simplement, comment est-ce qu'on peut répondre et comment limiter et par quels moyens on contrôle ces recherches comment sont appliquées, enfin pas les punitions, mais en cas de fraude, quelle est la réponse? Bon, je vais vous répondre sur le plan du ministère et donc des autorités compétentes. Est-ce que vous pensez que la science va plus vite que l'autorisation que vous recevriez? Est-ce que c'est ça votre question?
C'est la question, hein, je pense que j'ai bien cerné. Écoutez, jusqu'à maintenant, tous les systèmes CRISPR-Cas9 qui ont été étudiés par l'autorité compétente et par le HCB ont donné naissance à des classifications de confinement C1. Alors, je ne sais pas si je vous parle en chinois, c'est le niveau de confinement le plus bas. Cependant, c'est déclaré quand même, et c'est ce qu'on appelle une déclaration d'utilisation. Une déclaration d'utilisation, vous recevez votre autorisation pour fabriquer votre OGM dans votre laboratoire en l'espace de 15 jours. 3 semaines grand maximum. Je ne pense pas que ça retarde la science. Je pense que le carénage qui est fait au niveau de la réglementation n'est pas rédhibitoire sur l'avance de la recherche. Non? Il y avait une autre question sous-jacente? Oui. J'entends complètement votre question, mais c'est le terme de la réglementation. Vous pouvez pas passer outre ce genre de choses. Oui. Alors oui, je voudrais répondre. Il y a aussi ce qu'on peut appeler, ce qu'on appelle nous dans notre jargon, des projets génériques, et ce à quoi ça conduit progressivement dans la recherche. Mais votre projet générique, c'est ce qui est déclaré. Il y a un point où effectivement il y a une petite discordance entre la loi française et la vitesse de la recherche. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, la recherche sur l'embryon humain et sa modification qui doit rester interdite d'un point de vue reproductif. Ça ne rentre pas dans la clinique. En revanche, un certain nombre de personnes, dont moi, mais d'autres autour de moi dans l'atelier qui a été cité tout à l'heure, étaient en faveur d'une modification de la loi française. Alors il va y avoir la révision des lois de bioéthique à partir de l'année prochaine. Et donc ça peut être un sujet. Est-ce que la France fera partie de ceux qui vont aussi faire de la recherche sur ce sujet, même si ce n'est pas pour une application clinique maintenant? Bon. Mais sinon, quand même, la plupart de ce qui vient d'être évoqué comme utilisation potentielle, ça rentre dans le cadre français des OGM avec les nuances qui ont été évoquées tout à l'heure par rapport à la mutagénèse. Mais bon, beaucoup de ce que ça ouvre comme porte ne sont pas forcément non envisagés par la loi française ou la réglementation en général. J'avais quand même une question que je vais poser à M. Bleu, justement. Est-ce que si on veut imaginer, par exemple, ce qui a été évoqué par Christian Siatka tout à l'heure, une chimère où on croise 2 animaux domestiques, ce genre de projet qui n'est pas un projet avec une finalité scientifique ou médicale en tant que tel, comment ça passerait en France, par exemple, une proposition comme ça? Vous parlez de croisement d'animaux wild type, c'est-à-dire tout à fait, pas du tout génétiquement modifiés. Si? Ah bon. Ah ben, si vous croisez des gènes et que ces gènes sont porteurs de modifications génétiques apportées par la main de l'homme, là je reviens sur la définition précise de ce que c'est un OGM, il faut que la main de l'homme munisse ses ciseaux moléculaires, donc le biologiste moléculaire modifie le génome, vous croisez 2 animaux dont un est modifié, vous faites un nouvel animal. Si vous croisez un animal A avec un animal B, vous allez obtenir un animal AB qui est à déclarer aussi. Parce que vous construisez un nouvel OGM. On fait effectivement... Oui, c'est déclaratif. Oui, bien sûr. Effectivement, tout ce qu'on peut obtenir comme animaux dans nos laboratoires, hein, et pas seulement dans nos laboratoires, chez nos éleveurs, chez nos producteurs d'animaux de laboratoire, évidemment que ce sont que des animaux qui sont obtenus soit par transgénèse soustractive, des animaux knock-out. Alors, comme je dis toujours dans mes cours, à moins d'avoir délété le gène de la gentillesse chez une souris, on obtient toujours une souris qui est de classe de confinement C1, donc qui ne présente aucun danger, ni pour l'homme, ni pour l'environnement. Bon, là, effectivement, ces nouvelles technologies posent des craintes, des espoirs et des craintes. Hein, voilà. Et sur le plan philosophique, je dirais, la question, c'est aussi qu'évidemment, existe une discipline, l'éthique, qui remonte à Aristote, c'est-à-dire au début de la philosophie. Mais évidemment, cette éthique, c'est pas la même qui puisse s'appliquer à ces nouvelles technologies. Et donc, on a le cas où, évidemment, on va puiser dans toute cette histoire
philosophique de l'étude du comportement, de l'action humaine, hein, du devoir-être, et en même temps, on ne veut pas lâcher totalement, hein, puisque ça remplit nos conduites, hein, notre manière de vivre. Et même en même temps, là, on est confronté à des problèmes tout à fait nouveaux, hein, que évidemment on n'était pas envisagé par la tradition. Et donc, c'est sûr qu'il faut établir un dialogue. On va pas jeter par-dessus bord toute notre philosophie de l'action, hein, d'une part, et en même temps, on doit s'adapter à des problèmes nouveaux. Hein, et je crois que ça crée évidemment une tension. Mais encore une fois, l'éthique appliquée, c'est ce dialogue indispensable entre des théories antérieures de l'action et puis des problèmes qui se posent à nous aujourd'hui. Et ça, effectivement, c'est un dialogue à construire ensemble, à construire avec l'ensemble des acteurs, n'est-ce pas, qui sont touchés par ces problèmes, entre la permission de la recherche, hein, et puis en même temps les craintes que ça peut susciter. Oui, justement, avec une magnifique transition d'Anastasio sur ce sujet, et pour répondre peut-être un peu à la question de monsieur sur le côté, j'ai un temps de chargement de réflexion un peu long, donc le côté effectivement participation des citoyens. Moi, je pense que les espaces de biohacking, les espaces de laboratoire associatifs, ils sont intéressants à accompagner parce que on a trop tendance à les catégoriser et à voir la dichotomie qui n'existe pas d'ailleurs entre technophobes et technophiles, et se dire que c'est qu'une bande de technophiles finalement trentenaires qui passent leur soirée à bidouiller des organismes vivants, des algues, des bactéries, etc. Puis il n'y a rien derrière. Mais en fait, quand on regarde un peu dans ces espaces-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de réflexions éthiques, justement. Il y a beaucoup de quel mode de société, quelle société on veut pour l'avenir, qu'est-ce qui est souhaitable. Et donc, ces réflexions sur les techniques, moi, je pense qu'elles demandent à être accompagnées, elles demandent à avoir un accompagnement des institutions, et ils sont en demande de ça. On a souvent la représentation parce qu'il s'affiche en tant que biohacking avec le terme de hacker qui est ce terme un peu contestataire, un peu punk, on va dire dans la mouvance. Mais si on regarde concrètement ce qui se passe dans ces labos, il y a des scientifiques qui viennent des fois pour effectivement avoir leur rôle d'expert et pouvoir justement amener des interrogations, des étonnements sur la science, sur l'avancement des techniques. Et je pense que c'est aussi dans ces espaces-là où on peut avoir une participation citoyenne intéressante, sans forcément mettre en place des dispositifs de sciences participatives ou de sciences citoyennes, parce que c'est des espaces sans forcément de dispositifs institutionnels.